Bonjour, Monsieur Nyan. Chaud. Bienvenue. Nous sommes ravis de commencer aujourd'hui notre séminaire portant sur la zone de libre-échange continentale africaine dans votre programme LASPAT séminaire. Le LASPAT, Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs en Afrique diaspora, est un laboratoire de recherche interdisciplinaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Le LASPAT impulse une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre et à la démocratie, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricanisme et aux relations internationales. Le LASPAT accorde une grande importance à la formation des jeunes chercheurs en mettant en avant le travail de recherche des doctorants et en ouvrant les séminaires à un vaste public. Permettez-moi de me présenter. Je suis Mohamed Mbaye, doctorant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis en sciences politiques, plus particulièrement les relations internationales. Parallèlement, je suis assistant-chercheur au LASPAT. Je prépare une thèse de doctorat sur la ZLECAf. Aujourd'hui, en Afrique, il y a un nouveau accord qui s'appelle la zone de libre-échange continentale africaine. Et si nous suivons la théorie réaliste des relations internationales, les États n'ont que des intérêts. De ce fait, dans un accord commercial, les pays identifient leurs avantages comparatifs et ciblent des mesures complémentaires dans certains secteurs. En effet, le Sénégal, dans le cadre de l'accord de la ZLECAf, dispose d'un certain nombre de forces, notamment une longue expérience en matière d'intégration régionale, une situation géographique avantagée et sa stabilité politique. En plus, l'analyse de l'évolution des exportations du Sénégal montre que le continent africain est son principal marché, avec en moyenne 46% des exportations du Sénégal qui vont dans le continent africain. Donc, la zone de libre-échange continentale africaine suscite un grand intérêt pour le Sénégal. Cependant, il y a des risques pesant sur la mise en œuvre de cet accord, car ce qui va accroître la concurrence sur le marché local, et ceci peut mettre en difficulté certaines de nos entreprises. Donc, dans un contexte marqué par la libéralisation des marchés, il faut un bras technique et un organe institutionnel fort pour une intégration réussie de notre pays au système commercial intra-africain. Sur ce, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine est riche d'enjeux pour le Sénégal et de défis à relever pour qu'il puisse tirer profit des possibilités offertes. Nous accueillons aujourd'hui M. Al-Hassane Niang, qui nous a fait l'honneur d'être notre intervenant dans ce séminaire. Bonjour, M. Niang. Bonjour, M. Mbaye. M. Al-Hassane Niang, expert en gouvernance publique et en réforme institutionnelle. Il œuvre depuis 18 ans au service des États Afrique, Caraïbes et Pacifique et d'Asie aussi. Il est le directeur du prestigieux groupe allemand GOPA. Il supervise stratégiquement des réformes à l'échelle internationale. Il a dirigé le programme d'amélioration des capacités de la Commission de l'Union africaine en matière électorale. M. Niang a aussi dirigé le programme d'appui à la gouvernance en République démocratique du Congo. Entre autres, M. Niang nous fera aujourd'hui un séminaire sur une stratégie efficiente du Sénégal pour tirer profit des opportunités de la ZLECAf dans le processus d'intégration économique africaine. Après sa présentation d'une demi-heure, nous lui poserons quelques questions. M. Niang, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. Mbaye. Donc, je salue l'ensemble des doctorants qui nous suivent, mais également les professeurs et tous ceux qui nous font l'honneur de prendre part à cet exercice, à ce séminaire. Et nous espérons que les éléments qui seront présentés ici permettront d'enrichir le débat, notamment sur la question de la ZLECAf. Et voilà, en tout cas, c'est tout un honneur pour nous de prendre part à cet exercice. Nous allons aborder la question de la ZLECAf sous l'angle des opportunités qu'elle offre au Sénégal, notamment dans sa mise en œuvre. Voilà, donc en termes de sommaire, nous allons aborder la question d'un point de vue des généralités, de l'historique de la ZLECAf, son essence pour l'Afrique, l'intérêt qu'elle peut avoir pour le Sénégal, le processus de ratification de la ZLECAf par le Sénégal. Nous allons également parler du Bénin, qui a montré un certain nombre de réticences. Nous allons également expliquer pourquoi le Sénégal a été un pionnier en la matière. Et ensuite, nous conclurons notre propos par un certain nombre d'illustrations en guise
de conclusion. Quelques rappels permettront de comprendre que la ZLECAf, Zone de libre-échange continentale africaine, est un projet très ambitieux qui vise à créer un marché intégré pour tout ce qui concerne les biens et les services au sein de l'ensemble des pays donc, du continent africain. Alors, ce projet est une étape décisive vers l'intégration du continent africain dans son ensemble. Comme vous le savez, le continent africain dispose donc d'un certain nombre d'organisations régionales. L'objectif de chacune de ces organisations est de parvenir à une intégration du continent dans son ensemble. Alors, l'objectif donc de la ZLECAf est, entre autres, de stimuler le commerce intra-africain, puisque nous savons que l'ensemble donc, du commerce global aujourd'hui, si on tient compte des chiffres de l'OMC, l'Afrique représente aux alentours de 2% du commerce donc, mondial. Et donc le commerce entre les pays africains représente aux alentours entre, certains considèrent que c'est 12%, 15%, mais en tout cas on est sur une moyenne comprise entre 15 et 17%. Donc l'objectif de la ZLECAf est notamment donc vraiment de stimuler le commerce donc au niveau africain, favoriser également l'industrialisation donc de nos pays, travailler dans la création d'emplois, notamment en améliorant donc la compétitivité des économies africaines. Enfin, renforcer les chaînes de valeur permettant donc de générer donc de la plus-value donc dans les différents produits et services qui seront exportés par le continent. Comme vous le savez, le continent africain aujourd'hui est composé de 55 pays et 54 pays, à l'exception donc de l'Érythrée, qui est un pays un peu particulier, donc ont décidé vraiment de prendre part donc aux différents processus que la ZLECAf a connus donc depuis 2014. Alors, on parle pour ce qui concerne la ZLECAf, un marché de 1,3 à 1,4 milliard d'habitants au moment où nous parlons. Et donc, nous avons donc un PIB combiné à l'heure où nous discutons donc d'un peu plus de 3 400 milliards donc de dollars. Alors, il est prévu donc de passer sur une croissance comprise entre 7 et 16% donc d'ici donc 2035 selon les estimations de la Banque mondiale. Donc, c'est dire que la ZLECAf est un élément extrêmement important, notamment pour le développement donc économique du continent. Avant d'aller plus loin, il serait utile donc de faire un petit peu l'historique donc de la ZLECAf et montrer un petit peu en quoi donc cette avancée s'inscrit. Il faut savoir que l'Union africaine en 2012 avait décidé de travailler sur un agenda appelé 2063, l'agenda 2063. Alors, dans le cadre de cet agenda, l'Union africaine a mis en avant 7 aspirations déclinées en 20 objectifs. Alors, l'objectif donc de l'agenda qui est un plan stratégique donc de mise en œuvre donc des politiques au niveau continental a abouti à la nécessité de mettre en place la ZLECAf. Donc, la ZLECAf n'est pas un élément qui est sorti de nulle part. Donc, c'est vraiment une zone qui est appelée donc des vœux donc des chefs d'État donc de l'Union africaine, justement pour éviter donc les différentes barrières qu'on a notées donc à travers le commerce intra-africain. Donc, la ZLECAf est un élément qui s'imbrique vraiment dans une logique qui est la logique donc de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Alors, l'objectif étant de répondre, comme je le disais tout à l'heure, aux défis économiques, commerciaux, de développement auxquels faisaient face donc les différents États. Et cela a abouti à la décision de Kigali lors donc du 18e sommet de l'Union africaine à Addis, où l'ensemble des chefs d'État ont convenu de la nécessité d'un marché africain. 4 étapes majeures permettront à la ZLECAf de devenir aujourd'hui la réalité que nous connaissons. Donc, il s'agit donc de la date de 2015 où cette date a permis de marquer donc le début des négociations donc des différents pays africains. Les 55, l'Érythrée a décidé par la suite donc de se retirer. 2018, la ZLECAf venait d'avoir la ratification de 44 pays africains. En 2019, le soutien de plus de 22 pays a permis justement à la ZLECAf donc d'atteindre
donc le seuil critique pour justement rentrer en œuvre. Et en 2021, le lancement officiel intervenait, permettant donc à la libre circulation des biens et des services de devenir une réalité. L'essence de la ZLECAf pour l'Afrique. Il s'agit pour l'Afrique vraiment de promouvoir l'industrialisation par la création d'un marché commun. Comme vous le savez, nous avons à travers le monde plusieurs marchés. Donc le premier marché en termes de, je dirais, de PIB, c'est le marché de l'Union européenne, qui est le plus grand marché sur le plan donc du PIB, que ce soit nominal, mais également sur le PIB par habitant. Donc c'est un marché extrêmement important. Et vous avez également le marché américain avec le traité de l'ALENA. Vous avez d'autres marchés non moins importants, notamment ceux de la Chine, de l'Inde, du fait donc du poids démographique. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que avec la ZLECAf, l'Afrique devient finalement le plus grand marché au monde, puisque quand vous prenez le marché donc de l'Union européenne, nous sommes sur un marché de 450 millions d'habitants. Alors qu'ici, on parle donc d'un marché de 1,4 milliard et qui est projeté pour être un marché de 2,5 milliards en 2050. Donc, c'est dire l'importance de la ZLECAf pour le continent africain. Alors, ce marché a comme optique d'offrir vraiment des opportunités pour l'ensemble des entreprises africaines. Qu'il s'agisse donc des grandes entreprises, qu'il s'agisse des petites et moyennes entreprises, mais qu'il s'agisse également des toutes petites entreprises. Alors, l'autre élément essentiel pour l'Afrique est l'attraction des investissements étrangers, ce qu'on appelle les IDE, de manière à promouvoir des investissements non seulement intra-africains, mais également des investissements en dehors du continent, permettant de contribuer au développement donc, des infrastructures dont on a besoin pour asseoir le développement économique du pays. La ZLECAf est également utile en ce sens qu'elle permettra de mettre en œuvre un certain nombre de processus et de mécanismes pour simplifier le commerce, faire en sorte que les allers-retours puissent... Je prends souvent donc cet exemple pour dire, par exemple, pour quitter une capitale africaine pour aller dans une autre capitale, des fois, on est obligé de sortir du continent pour aller en Europe et revenir au continent. Donc, la ZLECAf permet de traiter notamment donc, ce type de problématiques et donc en simplifiant donc, le commerce, l'harmonisation des régulations et des normes notamment. Comment est-ce que tout ceci va se matérialiser de façon concrète? Il s'agit donc de supprimer les droits de douane, ce qu'on appelle les droits de porte, à 90%. Aujourd'hui, il est vrai qu'un certain nombre de zones du continent, notamment donc l'espace de la CEDEAO, ont travaillé sur des stratégies qu'on appelle les TEC, les tarifs extérieurs communs, sont un petit peu le modèle donc, de l'Union européenne, afin de progressivement se débarrasser donc, des droits de douane. Mais l'objectif de la ZLECAf, c'est d'aller beaucoup plus en avant, de manière à presque rendre résiduels donc, les droits de porte au niveau continental, s'agissant donc du commerce interafricain. Alors, en allant dans cette direction, l'objectif est d'augmenter, je dirais, la part du commerce qui est dévolue entre les pays africains, qui est actuellement aux alentours de 12 à 16%. Certains considèrent que c'est entre 16 et 18%. Alors que si vous prenez par exemple le cas de l'Europe, où on est sur des échanges à 60%. En Amérique, on est à 40%. Donc, c'est dire que le continent africain est très en retard s'agissant donc des échanges commerciaux entre les différents pays donc du continent. Alors, la suppression donc de ces droits de douane a également comme objectif de stimuler les échanges et donc de les ramener aux alentours de 52% d'ici 2035, ce qui permettrait donc de réduire de façon significative donc la pauvreté et de faire sortir par conséquent plus de 30 millions d'Africains dans l'extrême pauvreté. Pour ce qui est des produits, ou en tout cas des secteurs qui pourraient être concernés par la ZLECAf, aujourd'hui, 60% par exemple des terres arables en Afrique ne sont pas utilisées. Ce qui offre une possibilité ou une opportunité assez importante, non négligeable, permettant également donc, de travailler sur des stratégies donc, d'industrialisation
en développant notamment donc des chaînes de valeur, notamment sur le plan automobile, sur le plan textile au sein de la sous-région. Également développer donc les services à travers la libéralisation donc des transports, des télécoms, du tourisme, etc. Si vous prenez par exemple des pays de la sous-région, pour ne pas nommer par exemple un pays comme la Gambie, est-ce qu'il fait sens dans un espace géographique où vous avez donc des, je dirais, micro-États, pas dans le sens de leur substance, mais en tout cas dans le sens du marché, mais avoir donc une multiplication donc de services. Donc cela ne fait aucun sens. Il serait utile, par exemple, vraiment de travailler à la création donc de mastodontes, notamment sur le plan économique et sur le plan financier, de manière à pouvoir vraiment peser sur le commerce non seulement régional, mais également sur le commerce au niveau africain. Alors, un certain nombre de défis donc sont identifiés, mais qui ouvrent à la fois qui débouchent sur des opportunités. Il s'agit notamment donc de besoins en termes d'infrastructures. Aujourd'hui, ces besoins sont estimés à entre 130 et 170 milliards de dollars en termes d'infrastructures critiques. Je l'ai dit tout à l'heure, l'harmonisation douanière, sachant que à date, on considère qu'entre 44 et 47% ont ratifié donc l'accord à avril 2024. Et en termes d'opportunités, on prévoit la création de plus de 14 millions d'emplois directs avec donc la mise en œuvre de la ZLECAf. Donc, c'est dire que pour l'Afrique, c'est vraiment une opportunité donc qu'il ne faut pas négliger. Pour ce qui est du Sénégal, nous allons essayer vraiment d'aborder l'intérêt de la ZLECAf pour le Sénégal à travers donc des éléments chiffrés, permettant vraiment de caractériser l'importance de la ZLECAf pour notre pays et donc d'aborder cet intérêt de façon critique. Pour le Sénégal, 4 éléments permettront d'aborder je dirais les opportunités que cela pourrait offrir au Sénégal. Il s'agit notamment donc du marché et des exportations, les secteurs clés pouvant être bénéficiaires, les investissements et les emplois que cela peut impliquer, mais également les gains sur le plan macroéconomique. Pour ce qui est, je dirais, du premier point, je voudrais aborder la question à travers une analyse, je dirais, régionale, pour vous montrer où le Sénégal se situe et quelles sont aujourd'hui sur le continent africain les zones régionales qui offrent des possibilités, notamment sur le plan financier, mais également sur le plan en termes de marché. Alors, vous prenez par exemple... j'ai indiqué tout à l'heure que le PIB agrégé donc, du continent africain est de 3 400 milliards de dollars. Mais sur les 3 400 milliards de dollars, l'Afrique de l'Ouest ne représente que 850 milliards. Et sur les 850 milliards, le Nigeria représente 60% de ce volume. Ce qui veut dire que si vous enlevez le Nigeria, par exemple, de la zone de la CEDEAO, en réalité, on se trouve dans un espace qui n'est pas sur le plan donc du marché, je dirais, très attractif. En tout cas, qui est sous-exploité en termes de potentialité. Cet indicateur est très important, vous le verrez par la suite. L'Afrique du Nord représente 1100 milliards, donc c'est une zone extrêmement, je dirais, dynamique. L'Afrique de l'Est, 450 milliards. L'Afrique centrale, 350 milliards. Et l'Afrique australe, 400 milliards. Les perspectives pour l'ensemble de ces zones en moyenne donc, ont été estimées par la Banque mondiale aux alentours de 4,1% en 2025, avec notamment un certain nombre de défis sur donc, le risque lié à la dette, sachant que nous avons à peu près 20 pays au sein du continent qui atteignent déjà 60%. Je dirais... donc du PIB par rapport à l'encours de l'endettement, mais également une certaine dépendance donc en termes de, je dirais, sur les matières premières, notamment pour donc les stratégies d'exportation. Donc ça, c'est un point très, très important sur lequel on reviendra par la suite. Alors, l'intérêt pour le Sénégal d'avoir la ZLECAf, je l'ai dit tout à l'heure, porte déjà sur la réduction des droits de douane. Puisque, vous le disiez tout à l'heure, le Sénégal exporte déjà 46% donc, de ses produits au sein du continent. Mais
quand on regarde en réalité le montant qui est donc les montants qui sont dévolus, je dirais aux droits de porte sont quand même assez élevés. Alors, en termes de gains pour le Sénégal, si on supprime à 90% les droits de douane, ces gains seraient estimés à 300 millions de dollars par an pour le Sénégal. Parce que cela permettrait donc au secteur privé sénégalais de pouvoir exporter davantage. Et ces chiffres ont été donc calculés sur la base donc d'un rapport qui avait été commandité par la Commission des Nations Unies sur les questions de commerce. Si on regarde par exemple dans certaines parties du continent, nous voyons que le Sénégal exporte énormément de ressources donc vers les pays européens. Donc l'idée serait vraiment donc de revoir donc cette stratégie permettant donc de se concentrer davantage sur le continent. Alors l'objectif donc du Sénégal, selon un rapport qui a été fait à la BAD, serait vraiment de porter donc le chiffre donc des exportations donc pour le Sénégal dans un premier temps au sein de l'espace donc de la CEDEAO, mais par la suite de voir de façon progressive en tenant compte donc des opportunités de marché pour aller sur des stratégies beaucoup plus intéressantes pour le Sénégal. Alors, en termes de possibilités sectorielles, nous avons donc le secteur agroalimentaire. Aujourd'hui, nous savons que le Sénégal exporte aux alentours de 70 000 tonnes de mangue par an. Et en 2023, quand on regarde ce chiffre, seulement 5% de ce chiffre ont été transformés. Avec la ZLECAf, l'objectif pour le Sénégal serait de doubler donc les exportations de produits transformés. Donc, ça veut dire qu'on a une marge qui est vraiment extraordinaire parce que passer, par exemple, de 5% de transformation à 10% sur un total de 70 000 tonnes, je pense que cela permettrait au Sénégal vraiment de se mettre sur une pente vraiment ascendante. Et donc, ça, c'est un élément sur lequel le Sénégal gagnerait à mettre en avant. En termes de potentiel sur le plan financier, si on valorise donc cette stratégie, l'objectif pour le Sénégal serait donc de capter aux alentours de 150 millions de dollars en exportant une partie des produits transformés, notamment s'agissant donc des fruits et des légumes. Et là encore, ce sont des estimations qui ont été faites par la Banque mondiale. Donc la même stratégie vaut pour l'industrie du textile et du cuir, qui génère pas moins de 120 millions de dollars par an. Et ce chiffre pourrait être multiplié quasiment par 3 selon le rapport de l'ADPME qui a été établi cette année en 2025, notamment sur ce secteur. Le secteur de la pharmaceutique également est assez stratégique puisque sur le continent, il représente 7 milliards de dollars. 7 milliards de dollars, c'est l'équivalent de 4 000 milliards de francs CFA. Si le Sénégal parvient à capter ne serait-ce que 10% de ce montant, donc je vous laisse faire le calcul, donc cela pourrait vraiment être assez intéressant pour le Sénégal, sachant que ce chiffre est actuellement de 3% au moment où nous parlons. Alors, en termes d'investissement et d'emploi, il faut savoir que la ZLECAf ouvre un certain nombre de possibilités, notamment sur l'attraction des IDE, les investissements directs étrangers, et ceci pourrait être estimé aux alentours de 500 millions de dollars par an, c'est-à-dire 300 milliards de francs CFA en termes d'investissement. Un chiffre qui n'est pas négligeable, surtout dans le contexte actuel où nous sentons, entre guillemets, le dédain, on va dire, des partenaires techniques et financiers du Sénégal et des investisseurs qui semblent ne plus trop s'intéresser du Sénégal. Donc, mettre en avant la stratégie autour de la ZLECAf permettrait vraiment de se concentrer sur les investissements directs étrangers. En comparant par exemple ce chiffre à celui du Ghana, on est quasiment sur des rapports de presque 2 chiffres. Donc il est important que le Sénégal réfléchisse vraiment de ce point de vue. Alors, en mettant l'accent sur l'attraction des IDE, l'objectif pour le Sénégal pourrait être par exemple de renforcer dans une certaine mesure
Parce que, comme vous le savez, le Sénégal a travaillé sur une stratégie d'industrialisation, malheureusement, par le bas, qu'on a connu notamment sur le parc de Diamniadio. Voilà pourquoi donc, j'en parle ici. L'objectif devrait être de travailler sur une stratégie d'attraction donc, des IDE, mais d'aborder la stratégie industrielle à travers une chaîne de valeur, permettant vraiment de passer vraiment à presque l'ensemble des étapes. Et regardez par exemple sur les différentes étapes, comment le Sénégal peut se spécialiser de manière justement à tirer profit vraiment donc de l'écosystème offert par cette chaîne de valeur. En termes de création d'emplois, le Sénégal pourrait augmenter de façon significative donc la part dévolue à l'emploi, qui pourrait être de plus de 50 000 emplois directs, d'autant que si nous mettons en avant la stratégie, par exemple, donc de renforcement de capacité donc des jeunes en termes de formation, aux alentours, par exemple, de 100 000 jeunes par an, cela pourrait permettre de créer entre 50 et 75 000 emplois donc dans des secteurs notamment comme l'agroalimentaire, la logistique, etc. Sur le plan macroéconomique, la ZLECAf permettrait au Sénégal d'avoir des taux de croissance de 1,5 à 2 points en plus donc des stratégies qui sont mises en œuvre de façon, je dirais, de façon nationale. C'est-à-dire que le Sénégal prévoit sur les 5 prochaines années d'avoir un taux de croissance estimé entre 5 et 6%. Donc, ce que cela veut dire, c'est que si les réformes nécessaires et les stratégies nécessaires sont mises en œuvre, donc on passerait de 5% à 7 voire 8%. Donc, c'est-à-dire que ce taux de croissance dont je parle viendrait en plus donc des stratégies qui sont déjà mises en œuvre, d'où l'importance vraiment donc d'en tenir compte. Cela permettrait également de revoir un peu les prix à la baisse, puisque quand vous mettez en œuvre donc des stratégies d'industrialisation, l'objectif, c'est de travailler de façon significative également sur donc les effets de l'inflation et de baisser les prix, donc qui pourraient connaître donc une baisse donc de 3 à 5%. Notamment sur les produits importés d'Afrique, mais également sur ceux qui ont été conçus sur place. Alors, sur le plan de la compétitivité, 40% des entreprises sénégalaises jugent aujourd'hui les coûts de production assez élevés, notamment quand vous les comparez par exemple aux pays comme le Nigeria ou donc la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont donc respectivement donc le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire, les premières économies de l'espace CEDEAO, le Sénégal étant la 4e économie. Donc, il est important donc d'avoir une stratégie permettant d'être compétitif par rapport à ces pays. Alors, sur le plan des infrastructures, donc le coût lié, par exemple, à la logistique au Sénégal représente donc 30%, alors que, par exemple, dans d'autres pays, c'est seulement 15%. Donc, il est vraiment nécessaire de travailler de façon ciblée sur les éléments permettant donc d'avoir une stratégie en droite ligne avec ce qui est prévu par la ZLECAf. Et en termes de pertes sur le plan fiscal, la suppression des droits de douane aura un certain nombre de conséquences. Et pour le Sénégal, ces conséquences sont estimées à 40 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 60 millions selon donc les chiffres du ministère donc des Finances. Toujours en termes d'intérêt de la ZLECAf pour le Sénégal, je pense que travailler sur des zones économiques spéciales permettrait vraiment de tenir compte donc, des défis que j'ai évoqués tout à l'heure, former donc les jeunes aux alentours, par exemple, de 100 000 jeunes par an dans les emplois industriels, opérer des partenariats publics-privés, faire en sorte, par exemple, que les 200 000 tonnes, le Sénégal importe 200 000 tonnes de tomates par an, donc d'Europe, de la Chine, etc. C'est un chiffre qui a été communiqué par la Direction générale des douanes. Donc, quand on tient compte de... Importe. De la tomate. De la tomate. Ce qui est quand même une anomalie. Vous avez un pays avec des terres arables, avec de la production de tomates. Malgré tout ceci, on importe quand même. Voilà. Et donc, si le Sénégal décide, par exemple, de rompre avec cette stratégie, cela permettrait au ministère de l'Agriculture d'avoir 50 millions de dollars de devises supplémentaires, c'est-à-dire plus de 30 milliards. Et la conséquence directe
et qu'on parviendra à créer 5 000 emplois directs. Je ne parle même pas des emplois indirects. Donc, vraiment, l'intérêt pour le Sénégal est assez important. Ça, c'est pour ce qui concerne donc la ZLECAf en termes d'intérêt, en termes de plus-value pour le Sénégal. Maintenant, nous allons aborder rapidement la question de la ratification de la ZLECAf par le Sénégal. Il faut savoir que le Sénégal, avant de s'engager, par exemple, dans la ratification, a décidé quand même de faire un certain nombre d'études pour voir l'impact que ceci pourrait avoir en termes d'avantages comparatifs. Des ateliers de consultation ont été menés dans ce sens, des analyses portant sur l'augmentation, par exemple, du commerce intra-africain et la diversification des marchés. Donc, tout ceci a été fait. Donc, les considérations sectorielles ont été également prises en compte pour justement regarder donc, les effets et les donc, vulnérabilités que cela pourrait avoir sur l'économie. La leçon du Nigeria donc a été très utile pour le Sénégal, puisque le Nigeria quand même avait marqué un certain nombre de réticences, notamment pour protéger son industrie. Et tout ceci a permis au Sénégal donc, de planifier la ZLECAf dans le cadre de la planification stratégique donc, de ces politiques économiques, notamment dans le cadre donc, du référentiel de politique publique. Donc, quand on parle de la ZLECAf aujourd'hui au Sénégal, nous ne sommes pas sur une stratégie en tant que pays qui est en dehors. Donc, après, on verra, puisque le Sénégal, vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal a changé de régime depuis 1 an. Voyons maintenant quelle va être l'optique donc, du nouveau régime par rapport à cette question. Mais en tout cas, au moment de la ratification et des discussions, etc., la ZLECAf avait été adossée à la stratégie donc, du plan Sénégal émergent, justement pour aller donc, de concert. Maintenant, nous allons voir quel va être le choix des autorités, des nouvelles autorités, donc notamment sur cette question, d'autant qu'un comité de pilotage national a été mis sur pied, justement permettant de superviser donc, la mise en œuvre de la ZLECAf. J'ai parlé tout à l'heure du Nigeria comme étant un pays réticent, mais bon, qui a finalement ratifié donc, la ZLECAf. Mais un autre pays donc, de notre zone, le Bénin, pour ne pas le nommer, n'a toujours pas ratifié donc, la ZLECAf pour plusieurs raisons, notamment liées à la protection des industries locales, au déficit commercial dont le pays donc, fait l'objet. La vulnérabilité donc, de l'agriculture béninoise est un élément assez criard, malgré que ce pays a 2 pluviométries qui sont quand même assez abondantes. Si vous prenez le Sénégal, où notre pluviométrie est circonscrite sur une période de 2 à 3 mois maximum, quand vous allez par exemple donc, au Bénin, vous avez par exemple une pluviométrie sur 2 saisons, permettant d'avoir une abondance en termes de ressources hydriques, pouvant aller jusqu'à 7-8 mois, ce qui n'est pas le cas du Sénégal. Malgré donc, ces capacités, l'agriculture donc, dans ce pays demeure quand même assez vulnérable. Et donc, le pays a décidé donc, d'être dans une optique un peu défensive pour, entre guillemets, sauvegarder le peu que l'agriculture donc, du pays a permis donc, de concevoir. L'autre point critique pour le Bénin concerne donc l'absence donc, d'infrastructures, notamment pour tirer donc, parti donc, de la zone de libre-échange. L'impact sur l'emploi est quand même assez craint. L'absence également de plans d'accompagnement pour donc les secteurs vulnérables, l'évaluation donc de toutes ces opportunités, malheureusement, a abouti à une réticence qui est aujourd'hui persistante. Mais donc voilà, on espère quand même que de nouvelles évaluations permettront au Bénin, adossé à une stratégie politique, de rejoindre donc la zone de libre-échange, puisque le Bénin ne va pas être en dehors donc, de tout ceci. Le Sénégal a été l'un des pays pionniers. Pourquoi? Parce que le Sénégal a voulu, à travers donc, la ratification et faire montre de volontarisme, parce que c'est un leader en Afrique de l'Ouest. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la 2e économie de l'UEMOA et la 4e économie de la CEDEAO. Donc, ce volontarisme exprime en réalité le leadership du Sénégal sur les questions donc, de la région, mais également sur les questions continentales. Le 2e élément porte sur les avantages économiques que le Sénégal avait déjà anticipés, notamment la mise en œuvre d'initiatives stratégiques,
le renforcement des relations commerciales que le Sénégal a voulu nouer avec les autres pays du continent, la réalisation des objectifs donc de développement durable des Nations Unies, mais l'engagement que le Sénégal a toujours pris de participer de façon active au dialogue continental, mais aussi pour éviter, par exemple, l'isolement au niveau continental, sont autant de raisons ayant amené le Sénégal à vraiment jouer un rôle moteur de pionnier, notamment sur la question de la ZLECAf. En termes de conclusion, ce qu'on peut dire, j'ai pris un certain nombre de données justement pour caractériser la conclusion et de manière à ouvrir la réflexion. Je vous ai indiqué tout à l'heure que la ZLECAf pour le continent, au moment où nous parlons, c'est 3 400 milliards de PIB agrégés pour une population estimée. Certains vont dire 1,2 milliard, 1,3 milliard, 1,4 milliard. Mais on retient que le continent africain aujourd'hui fait à peu près 1,4 milliard ou 1,3 milliard. Donc 3 400 milliards pour 1,3 milliard d'habitants. Vous prenez par exemple les pays de l'Union européenne. 450 millions d'habitants, nous sommes sur un PIB de 16 600 milliards. C'est-à-dire 5 fois, alors qu'on n'a que 450 millions d'habitants. Alors, la croissance donc de la zone européenne est prévue pour être entre 0,5 et 1% selon les chiffres de la Banque mondiale. Vous prenez maintenant le PIB des États-Unis. 350 millions d'habitants, PIB cumulé 26 900 milliards pour 350 millions d'habitants, avec une croissance de 2,5% projetée. Vous prenez le PIB de la Chine. Alors ici, c'est très intéressant de s'arrêter. Alors, le PIB de la Chine pour 1,5 milliard d'habitants est de 17 700 milliards. Mais quand vous prenez le PIB nominal, la Chine en réalité est la première puissance économique au monde, puisque les États-Unis sont à 26 600 milliards de PIB. En PIB nominal, ils sont à 26 600 milliards. Mais la Chine, en PIB nominal, est à 33 300 milliards. Ce qui place la Chine comme étant la première puissance économique du monde. Alors, quand on regarde 17 700 milliards de PIB pour la Chine avec une croissance de 5%, 5,2%, certains considérant un peu la conjoncture actuelle un petit peu incertaine, vont peut-être réduire d'un point de croissance, mais même si la Chine termine avec un taux de croissance de 4%, ce taux de croissance permettra à la Chine donc, de soigner donc son PIB. Alors, je donne ces chiffres en corrélation avec ces éléments pour justement tirer ma conclusion à laquelle je parviendrai tout à l'heure. Alors, il faut savoir aujourd'hui que nous sommes dans une zone de libre-échange qui permet, par exemple, de soigner notre PIB à hauteur de 450 milliards. Donc, nous sommes à 3 400 milliards de dollars. L'objectif d'ici 2035 avec la ZLECAf, c'est d'avoir 450 milliards de dollars supplémentaires. Je reviendrai sur ce chiffre pour faire une analyse afin de donner une perspective donc, à ces données. Mais avant d'y arriver, regardez par exemple cet élément qui permettront de montrer pourquoi et est-ce que la ZLECAf en réalité est une chance ou pas pour le continent. Si vous regardez aujourd'hui dans le monde, on a 47 minéraux critiques. Sous les 47 minéraux critiques, vous avez la Chine qui contrôle 33 de ces minéraux. Les États-Unis maîtrisent 10 de ces minéraux, l'Union européenne 2 de ces minéraux et le reste du monde 3 de ces minéraux. Or, ces minéraux sont essentiels pour la transition énergétique. C'est-à-dire que quand vous prenez aujourd'hui, les secteurs qui portent l'économie moderne sont structurés autour de 5 points. Vous avez donc la transition énergétique, vous avez donc les métaux pour l'électronique et les technologies avancées, vous avez les minéraux pour les industries critiques, vous avez également donc des minéraux qui sont stratégiques, que j'ai tenté de lister ici. Et donc, quand vous regardez le diagramme ici, donc vous voyez la Chine, elle maîtrise non seulement la production donc, de 33 de ces minéraux, mais elle maîtrise 80%, puisque même les États-Unis qui ont la maîtrise, par exemple, donc, des 10 minéraux, ils les font traiter par la Chine. Si bien que vous avez, sur les 47 minéraux critiques, la Chine, en réalité, en assure la production autour de 80%. Alors, cet élément est essentiel. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir
un marché de 1,3 milliard d'habitants avec un PIB de 3 400 milliards. C'est une anomalie. Alors, je reviendrai sur ce point en regardant ici. La demande aujourd'hui, par exemple, si vous la comparez, par exemple, donc d'ici une quinzaine d'années, elle sera multipliée par 40. Or, quand on regarde ces minéraux dont on parle, la RDC maîtrise, par exemple, le cobalt et le cuivre à 70%. C'est-à-dire que les réserves mondiales donc, de ce genre de minéraux sont à 70% sur le sol de la RDC. Alors qu'il y a énormément d'autres possibilités. L'Afrique du Sud, c'est pareil. Le Zimbabwe, la Guinée avec la bauxite, la Namibie. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir autant de richesses, avoir également la possibilité de jouer un rôle extrêmement stratégique, notamment sur le plan géopolitique, et que tout ceci se traduise, je dirais presque à une quantité négligeable en termes de PIB. Une autre illustration permettra de vous montrer que, par exemple, quand vous prenez les réserves annuelles permettant, par exemple, à l'Afrique de pouvoir exporter ses ressources, on parle de 450 milliards de dollars par an. Alors, dans ces conditions, comment pouvons-nous envisager, par exemple, la ZLECAf, malgré tout ce qu'on vient de dire, malgré les opportunités qu'elle offre pour le Sénégal, pour l'Afrique de façon générale, comment pouvons-nous considérer, par exemple, que la plus-value sur le plan économique, sur le plan de la croissance et sur le plan du PIB ne sera que de 450 milliards d'ici un horizon de 10 ans. Donc, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Alors, pour conclure, je dirais que la ZLECAf est un outil essentiel, très intéressant, très important pour l'Afrique, mais je pense qu'elle manque d'ambition. Elle manque d'ambition. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 80% des économies du monde reposent sur les services et les biens. Or, quand on regarde, par exemple, les orientations données par la ZLECAf, ces orientations sont encore un peu trop, je dirais, focalisées sur le secteur primaire, le secteur secondaire. Or, on sait que la richesse aujourd'hui, elle est immatérielle. Si vous prenez l'exemple des États-Unis, par exemple, qui dominent, je dirais, les services immatériels, notamment dans le secteur du digital, qui tirent la croissance des États-Unis, 60% aujourd'hui des ressources et du PIB des États-Unis proviennent justement donc de ce secteur. Donc, il est important pour l'Afrique de s'attacher à investir aussi bien sur le secteur primaire et le secteur secondaire, mais de mettre l'accent sur l'industrie des services et des biens, permettant vraiment de générer de la plus-value et de faire en sorte que la ZLECAf permette donc de tirer vraiment l'ensemble donc des bénéfices pour le Sénégal et pour le continent. Alors, pour y arriver, il faut renforcer les capacités des entreprises locales. On sait qu'aujourd'hui, les difficultés auxquelles donc les TPME sont confrontées, continuer les efforts, notamment dans les investissements sur les infrastructures, utiliser les mécanismes de sauvegarde, puisqu'il y a un certain nombre de risques, mais à chaque fois que de besoin, le Sénégal devrait utiliser des mécanismes de sauvegarde afin de libéraliser de façon progressive. Et donc tout ceci permettra au Sénégal donc de combiner protection stratégique et compétitivité pour tirer vraiment le maximum de profit et espérer que ces mesures transformeront donc la ZLECAf en véritable opportunité pour le continent. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, en espérant que mon propos aura été clair et limpide pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Niang, pour cette présentation de haute facture, très technique, évidemment. C'est à la potentialité de l'intervenant. Et vous avez abordé la question avec précision, mais aussi vous avez été d'une concise, véritablement, de haute facture. Et nous retenons avec vous que donc l'alternative pour l'Afrique, c'est l'intégration économique régionale qui est capable de nous protéger d'une marginalisation à l'échelle internationale. Et que le Sénégal aussi représente à beaucoup d'intérêt dans cette zone de libre-échange continentale africaine. Et vous nous avez fait l'honneur de revenir un peu sur l'historicité ou bien les généralités sur la zone de libre-échange continentale africaine, qui nous fait croire que l'Afrique peut
développer, l'Afrique peut avancer. Mais si seulement les Africains y croient, le Sénégal peut en profiter, mais si seulement si le Sénégal y travaille. Parce que aussi, dans un accord ou bien dans une zone de libre-échange qui nécessite en tout cas un travail un peu complexe, il faut de la rigueur, mais aussi du travail. Vous aussi qui nous suivez en ligne, vous pouvez participer, donner vos suggestions et demander vos questions sur le chat. D'abord, Michel Niang, nous demandons que est-ce que le secteur privé sénégalais a cette potentialité d'être à l'assaut de l'Afrique? Comme par exemple, parce que vous nous en avez parlé tout à l'heure, le Sénégal, 4e pays, ou bien 4e économie de l'espace CEDEAO. L'espace CEDEAO qui est dominé par les entreprises nigérianes, ghanéennes, ivoiriennes. Donc, ce qui veut dire que nos sociétés privées ont des difficultés dans l'espace CEDEAO. Et si ce cas s'aggrave avec l'ouverture de notre marché avec les entreprises sud-africaines, les entreprises tunisiennes, égyptiennes, qui sont très dynamiques en matière d'exportation, est-ce que le secteur privé sénégalais a cette potentialité de gagner dans cette zone de libre-échange continentale africaine? Tout à fait. Oui, c'est une très bonne réflexion, puisque quand on parle de libre-échange, il y a forcément des risques. Les risques sont multiples. Le premier risque, c'est de voir donc le secteur privé national perdre du terrain. Puisque si vous regardez par exemple le Sénégal, le premier marché du Sénégal, c'est le Sénégal. Puisque le secteur privé produit avant tout pour faire face à la demande nationale. Après, vous avez un deuxième niveau de demande qui est au niveau de la sous-région, des pays comme le Mali, la Gambie, le Burkina, etc. Et après, vous espérez maintenant attaquer donc le marché continental et sur un certain nombre de, je dirais, de ressources ou peut-être de produits, l'Europe, les États-Unis et donc le reste du monde. Alors, si votre secteur privé n'a pas les moyens, n'a pas les capacités ou les coups des franches pour pouvoir faire face, il est vrai que oui, ça devient un risque. La SDECAF est à la fois un risque, mais c'est des risques qui débouchent sur des opportunités. La question qu'on doit se poser, c'est que pourquoi notre secteur privé n'est pas efficace? Notre secteur privé n'est pas efficace parce que le secteur privé sénégalais n'a pas accès au financement. Donc, il faut travailler sur des réformes permettant de donner accès au secteur privé, donc des financements. Ce qui veut dire que l'État du Sénégal devrait, il est vrai qu'il y a un certain nombre de fonds qui existent, mais je pense que l'État du Sénégal devrait créer un fonds spécialement dédié à la SDECAF, permettant donc de renforcer les capacités donc du secteur privé, permettant de leur donner les moyens, non seulement pour faire face à la demande intérieure, permettant également de régler les dérégulations économiques de ce pays. Parce que si vous avez des dérégulations économiques qui aboutissent à une informalisation, par exemple, du marché de l'emploi, cela aboutit à une faiblesse du secteur privé. Deuxième élément qui obère un peu la capacité du secteur privé sénégalais, c'est la dette intérieure. Quand vous avez un secteur privé, par exemple, qui attend, par exemple, 5, 6, 7, 8, 9 mois pour que l'État lui paye, et des fois, on est même sur des retards de paiement qui se chiffrent en années. Quand vous travaillez dans ces conditions, en fait, le secteur privé ne peut pas prospérer. Donc, il y a des risques, mais ces risques doivent permettre au Sénégal, en tant qu'État, de faire les réformes nécessaires pour renforcer donc le secteur privé. Troisième élément, c'est, je dirais, la montée en gamme. Parce que, quelle que soit la volonté, par exemple, donc je dirais, du consommateur sénégalais, s'il voit, par exemple, que le produit qui est offert par le secteur privé national est de bas de gamme, la propension est justement d'aller sur des produits qui vont être importés parce que c'est des produits donc, voilà, dont la qualité donc, est peut-être beaucoup plus intéressante. Donc, je pense qu'il faut traiter donc, la question du risque, je dirais, en termes d'opportunité, justement pour ne pas, je dirais, se braquer. Mais si on met de côté donc, ces différents éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut savoir que la SDECAF prévoit un certain nombre de mesures de sauvegarde. Si on sent, par exemple, qu'il y a un certain nombre de dumping, parce qu'il y a des États qui pourraient céder à la facilité de faire du dumping,
le Sénégal pourrait donc faire des mesures de sauvegarde justement pour protéger donc son secteur privé national et faire en sorte que donc l'ouverture se passe donc de façon progressive. Donc voilà, je pense, les éléments sur lesquels donc le Sénégal pourrait se fonder justement pour protéger un petit peu le secteur privé tout en étant ouvert au continent. Mais je pense que dans tous les cas, il faut vraiment qu'il y ait une montée en gamme, une stratégie de renforcement des capacités, mais également une stratégie d'accès au financement permettant au secteur privé d'être beaucoup plus résilient. Voilà. Donc, l'ouverture du marché national à la faveur de la ZLECAf va renforcer la concurrence de nos entreprises locales. Et vous proposez que l'État du Sénégal, en tout cas, même s'il y a des mesures qui existent, mais doivent aussi renforcer leur soutien aux entreprises locales. Mais aussi les PME. Parfois, quand on parle du secteur privé, on met en avance les grandes entreprises comme Sédiment, pour ne pas citer. Mais est-ce que cette ZLECAf, le Sénégal ne doit-il pas se compter sur son PME, les petites moyennes entreprises? Donc, c'est lequel, selon vous, est-ce que c'est une approche? Mais en fait, il est vrai que quand on aborde la ZLECAf aujourd'hui, c'est vrai que la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de considérer que c'est des affaires d'État. Mais en réalité, la ZLECAf, c'est le secteur privé. Et quand on parle de secteur privé, on sait que le tissu économique des pays dans le monde, l'Afrique n'y déroge pas, c'est 80 à 90% de TPME, c'est-à-dire toutes petites et moyennes entreprises. Ce qui veut dire que toute la stratégie devrait être dévolue justement aux PME et aux toutes petites entreprises. Quand je parlais tout à l'heure donc de l'accès au financement, justement, c'est en direction de ces... Parce qu'aujourd'hui, on sait que les mastodontes, les grandes entreprises n'ont aucun problème, aucune difficulté pour accéder à des financements, mais l'accès au financement des toutes petites et moyennes entreprises est extrêmement difficile parce qu'on a un service... bon, je crois que je vais me faire des ennemis parce que j'ai des amis qui travaillent dans la banque, de la famille qui travaille dans la banque, mais le système bancaire sénégalais est archaïque. Donc voilà, il nous faut, quand je parle du système bancaire sénégalais, l'analyse, elle vaut également pour le système bancaire au sein de l'espace UEMOA. Il est archaïque. Comment pouvez-vous concéder des prêts je dirais, à votre secteur qui doit consacrer la richesse à des taux à 2 chiffres? C'est inimaginable. Vous avez des taux, je dirais, presque usuraires. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait une réforme donc, du secteur bancaire permettant vraiment aux TPME donc, de pouvoir disposer vraiment de ressources. Mais cela va également en corrélation avec la formalisation de la stratégie économique. Parce que vous ne pouvez pas avoir dans un pays 80% des entreprises dans le secteur informel. Quand on est dans le secteur informel, les banques, je les comprends, elles doivent prendre également des mesures de sauvegarde justement pour que les ressources ne soient pas dilapidées. Parce qu'il y a des risques de ce point de vue. Donc, je pense qu'il faut revoir la stratégie de façon générale. C'est pour ça que la ZLECAf, en fait, elle est très importante parce qu'elle ouvre le débat sur les questions essentielles, sur les réformes à mettre en place. Donc, il faut, aider les TPME, mais le faire à la faveur donc d'une stratégie et d'une réforme sur le secteur bancaire, sur l'appui donc au secteur privé à travers donc l'octroi des financements, mais également sur un point extrêmement important aujourd'hui, quel est le niveau de l'épargne au Sénégal? Est-ce qu'on a une stratégie liée à l'épargne du Sénégal? Et qui a accès à cette épargne aujourd'hui? Quand on analyse, je dirais, la stratégie du Sénégal en ce sens, c'est que l'épargne, en fait, n'est accessible que par l'État. Or, quand vous avez une loi donc, qui permet à l'État donc, de pouvoir accéder à l'épargne de façon générale, cela crée un effet d'évitement sur donc, le secteur privé. Donc, il est très important que nous fassions des réformes en profondeur permettant d'ouvrir donc, cette épargne qui est disponible, non seulement faire en sorte que cette épargne soit soignée davantage, faire en sorte qu'on ait un niveau d'épargne beaucoup plus important. Si je vous donne par exemple les chiffres en euros, par exemple, le niveau d'épargne est de 33 000 milliards d'euros. C'est-à-dire que si vous prenez la totalité des épargnes constituées par les citoyens européens, on est à 33 000 milliards.
33 000 milliards, je n'oserais même pas faire la conversion en francs CFA parce que je crois que les gens auraient le vertige. Donc, il est important d'avoir une stratégie permettant d'avoir une politique liée à l'épargne. Mais cette épargne, nous allons maintenant réfléchir à la manière donc, de la rendre accessible, non seulement pour l'État, mais également pour le secteur privé. Et c'est à partir de ce moment que vous allez voir maintenant les taux à la baisse. Vous allez avoir des taux à la baisse adossés également à une stratégie de formalisation. Et donc, on rentre dans un cycle qui est finalement vertueux. Et tout ceci permettra vraiment donc d'apporter un appui au secteur privé. Et Dieu sait si donc le secteur privé en a besoin. Et c'est à la faveur donc de tout ceci que le secteur privé pourra avoir une perspective, notamment en termes d'investissement, en termes de renforcement de capacité, en termes d'accès par exemple à des marchés, aura les coups des franches pour attaquer de front donc le continent, parce que le Sénégal a des capacités, notamment sur le plan, je dirais, donc de l'innovation, sur le plan intellectuel. Donc je pense qu'il faut maintenant mettre à profit tous ces éléments pour que donc le tout soit mis au service donc de la ZLECAf et de l'économie du Sénégal. Effectivement, M. Niang. Donc, si on aide le secteur privé, on aide aussi les TPE, les toutes petites moyennes entreprises. Et susceptiblement, on va aider aussi la jeunesse sénégalaise, voilà, face à ce phénomène de l'immigration irrégulière dont souffre actuellement le Sénégal. Mais aussi, M. Niang, très sensible à la question féministe. Vous savez que la ZLECAf promet l'équité et l'égalité de genre. Et donc, dans quelle mesure cette ZLECAf sera bénéfique aux femmes sénégalaises? Parce que nous constatons qu'au Sénégal, ce sont les femmes qui évoluent plus dans le secteur informel. Et c'est ce secteur informel lui-même qui peut porter cette zone de libre-échange continentale africaine, avec l'exportation, par exemple, des tenues africaines, avec la confection, comme par exemple ce que nous appelons communément le dalongay, parce que actuellement, vous voyez que les cordonniers exportent beaucoup au Mali, en Gambie, tout aussi en Côte d'Ivoire. Et ce sont des femmes sénégalaises aussi qui, avec l'exportation des bijoux, l'expertise sénégalaise, en tout cas, est très demandée dans la sous-région. Et d'habitude, ce sont les femmes qui portent ce combat. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à nous proposer spécifiquement pour les femmes, de les aider dans cette zone de libre-échange continentale africaine? Alors, moi, je pense que j'ai l'habitude de dire que quand on parle des femmes sénégalaises, ou quand on parle de la question du genre en termes de stratégie, d'approche, etc., en fait, moi, je vais à contre-courant de ce que les gens disent ou de ce que les gens pensent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Sénégal a été un pionnier en matière, je dirais, d'équité. Et je ferais même remarquer que le Sénégal est une société matriarcale. En réalité, on pense que c'est le patriarcat qui domine, mais c'est l'inverse. Deuxièmement, le Sénégal a été, ou en tout cas au moment donc, de l'Empire, le Sénégal a été peut-être l'un des seuls espaces territoriaux où on avait des souverains qui étaient des femmes. Si vous prenez par exemple Ndaté Yala, les Ndimbonboj, etc., durant le royaume du Wallo, on avait des femmes qui étaient des souverains qui signaient des traités à l'époque. Si vous prenez par exemple le traité qui a, je dirais même incidemment, facilité la colonisation du Sénégal par la France, c'est le traité de Ndiaou. Le traité de Ndiaou, il a été signé par qui? Par Ndaté Yala. Et donc, je ramène ce contexte historique pour vous dire que, en réalité, si le Sénégal réfléchit à une stratégie, par exemple, de formalisation du secteur de l'économie sénégalaise, le secteur informel, si on parvient à le formaliser comme il se doit, en ouvrant par exemple les financements aux entreprises, vous allez voir que les premières à en bénéficier vont être les femmes. Parce que les femmes aujourd'hui, en termes de dynamisme sur le plan économique, je pense que les femmes sont très en avance sur les hommes. Il suffit de se balader dans les marchés pour s'en rendre compte. Donc je pense que traiter la question de la formalisation, vous allez voir, va incidemment avoir un impact sur les femmes. Et je pense que le secteur que vous avez indiqué tout à l'heure, du cuir, du textile, etc., on sait qu'en arrière-plan, donc les femmes sont en train de faire un travail remarquable. Donc je pense qu'il est important vraiment de traiter la question de façon holistique et non pas de façon particulière, justement pour ne pas voir donc l'image dans son ensemble. Mais vous avez raison de souligner que
à la faveur de la mise en œuvre donc, de la ZLECAf, les femmes doivent jouer un rôle important, tout simplement du fait du dynamisme dont elles font preuve, notamment sur le plan économique. Et c'est heureux donc voilà, de voir que cette question, elle taraude déjà les esprits, parce que c'est important d'aller dans cette direction. Effectivement. Donc, mais quel est l'impact fiscal de la ZLECA avec ces suppressions des tarifs douanières? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, en supprimant par exemple les droits de porte, c'est-à-dire les droits de douane, il est clair qu'il y aura des pertes assez importantes. Et c'est d'ailleurs là le paradoxe. Oui. Quand vous prenez par exemple un pays comme le Sénégal, on vous dit à la fin par exemple de l'exercice, au moment de constituer donc, le budget, on se gargarise par exemple des douanes par exemple qui sont capables d'apporter quelques 1200 milliards ou quelques 1300 milliards donc, dans la constitution du budget. Mais ça, c'est une anomalie. Parce qu'en réalité, un pays qui conçoit peut-être le quart de son budget à travers donc, les douanes, c'est un indicateur finalement donc, d'une politique économique qui ne fonctionne pas. Parce qu'en réalité, les droits de douane doivent seulement permettre à un pays de pouvoir mettre en avant un certain nombre de mesures de sauvegarde. Or, le Sénégal utilise donc les douanes comme un élément fondant la stratégie budgétaire. Donc, je pense que il est important vraiment qu'on réfléchisse sur, je dirais, la signification de cet indicateur. Parce que si vous avez une stratégie, un pays qui se respecte devrait fonder la constitution de son budget à travers une stratégie économique permettant d'avoir un secteur privé robuste. Un secteur privé, par essence, va plutôt exporter. Quand on regarde la croissance au Sénégal aujourd'hui, on a une croissance qui est fondée sur la demande. Et quand vous avez une croissance qui est fondée sur la demande, cela veut dire que vous êtes obligé de vous reposer sur de l'importation. Or, quand vous êtes maintenant sur une croissance et l'objectif de la ZLECAf va dans ce sens, vous avez une croissance qui est adossée à la demande externe, c'est-à-dire que vous êtes sur une stratégie d'exportation. Et quand vous êtes sur une stratégie d'exportation, vous ne pouvez plus considérer les douanes comme étant un élément névralgique s'agissant de la constitution budgétaire. Mais vous allez plutôt utiliser les douanes comme étant une stratégie, un outil de sauvegarde donc, de votre secteur privé. Et donc, c'est pour ça que quand j'entends les autorités se féliciter d'avoir, de mobiliser énormément de ressources à travers les douanes, moi, ça me pose problème parce que ça montre que les gens n'ont pas compris en réalité de quoi il est question. Donc, qu'on ait des droits de douane ou des droits de porte qui se perdent à la faveur de la ZLECAf, moi, je me dis qu'à la limite, c'est un réveil. Comme disent les Anglais, it's a wake-up call. Donc, c'est un réveil et ce réveil doit permettre donc, de se poser les questions essentielles. Alors, vous perdez quelques, je dirais, devises sur les droits de porte. Mais n'oublions pas que quand vous exportez ou quand vous constituez un marché interne qui soit solide, avec une économie qui est formelle, mais vous allez gagner, je dirais, presque plus de 10 fois le montant. Puisque la taxe à valeur ajoutée, aujourd'hui, elle est collectée sur quel bien? Est-ce qu'elle est collectée aujourd'hui sur pour l'ensemble des biens? Quand vous avez une économie qui est informelle, il n'y a presque... si vous avez une économie informelle à 80%, donc ça veut dire que vous perdez une part significative de la TVA. Donc je pense que en réfléchissant sur les différentes stratégies permettant vraiment de tourner l'économie sénégalaise avec le secteur privé vers l'exportation de biens, pas seulement de produits primaires, etc., mais vraiment de réfléchir sur une stratégie de création de plus-value. Exporter, vous allez voir que le Sénégal se demandera pourquoi cette stratégie n'a pas été mise à profit depuis des décennies. Parce qu'en réalité, c'est cette stratégie qui permettra au Sénégal donc vraiment de bâtir une économie robuste, capable donc de traiter la question de l'immigration, la question de l'emploi des jeunes, etc., etc. Donc je crois que ce sont des points très importants. Et bon, malheureusement, quand on suit un peu le débat politique ou le débat public, ce sont des questions qui ne transparaissent pas dans les réflexions et je trouve ça un peu dommage. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Niang. Maintenant, nous allons voir les questions sur le chat. Il y a la question de Hassan Diabko
qui vous parle un peu de la sécurité, se demandant quels sont les obstacles que la ZLECAf doit surmonter pour mener à bien sa mission, surtout dans les zones de conflit en Afrique. Une question très pertinente parce qu'il y a de cela 3 ans, je pense bien que des camions sénégalais ont été attaqués en Mali et le Burkina, Tout à fait. à Djouri. Absolument. Oui, c'est vrai que la sécurité est essentielle et elle est consubstantielle à toute politique de développement. Si vous avez des problèmes d'insécurité donc dans certaines parties du Sahel, il va être difficile pour le Sénégal d'exporter donc dans ces zones. Mais comme je le disais pour répondre à Hassan tout à l'heure donc dans mon propos, je pense que le Sénégal doit réfléchir par exemple sa stratégie de mise en œuvre de la ZLECAf par zone. Je vous ai montré par exemple la zone du Maghreb qui cristallise 1100 milliards de PIB. Vous regardez par exemple la zone en dehors donc du Nigeria, vous avez aux alentours de 200 et quelques milliards. Donc c'est cette stratégie reposant sur une analyse granulaire qui doit permettre au Sénégal de cibler les zones. Parce qu'en réalité, quand vous avez des besoins, quand vous avez des produits qui peuvent intéresser l'ensemble du continent ou qui peuvent intéresser le monde, vous avez le choix. C'est à vous, en définitive, de réfléchir, par exemple, au marché vers lequel vous souhaitez attaquer. Vous le faites aussi en tenant compte, je dirais, de la capacité donc des consommateurs. Quel est le pouvoir d'achat de ces consommateurs? Est-ce que, par exemple, concevoir, par exemple, des biens et des services à haute valeur ajoutée, est-ce que cela aurait du sens, par exemple, de les exporter dans des pays où le pouvoir d'achat ne permettrait pas, par exemple, donc d'utiliser ce type de biens et de services? Donc, je pense qu'il faut réfléchir vraiment en termes de pouvoir d'achat, en termes de zonage, et c'est ça, en tenant compte, bien entendu, donc des considérations sécuritaires. Mais je pense que le fait de réfléchir sur donc le zonage, en tenant compte du PIB, en tenant compte du pouvoir d'achat, le Sénégal pourrait asseoir vraiment une stratégie donc de mise en œuvre, d'autant qu'il y a un comité de pilotage, comme je l'ai dit, donc de mise en œuvre de la ZLECAf. Ce comité de pilotage devrait, puisqu'il est fonctionnel, devrait vraiment tirer à bras le corps, réfléchir à bras le corps donc sur ces questions sécuritaires et en adossant ces questions sécuritaires sur donc le zonage pour savoir un peu comment canaliser donc voilà les biens et services que le Sénégal est susceptible donc d'exporter dans les différents pays. Effectivement, merci beaucoup. Il y a aussi la question de Cheikh Nafal qui demande, qui d'abord vous félicite de votre brillante communication et qui demande que pensez-vous de la ZLECAf et la disparité des monnaies dans la sous-région? Parce que rien que la sous-région ouest-africaine, comme par exemple le Sénégal, 3 des pays frontaliers du Sénégal ont des monnaies différentes que celles du Sénégal. La Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau. Que pouvez-vous nous dire de cette disparité des monnaies? Oui, alors ça c'est une très très bonne question que je renvoie à l'agenda 2063. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ceux qui ont réfléchi à l'agenda 2063 de l'Union africaine, je pense, ont fait un travail remarquable. Parce que c'est à partir de cet agenda que nous parlons même de ZLECAf aujourd'hui. Ce qui veut dire que les questions monétaires ont été également abordées dans le cadre de l'agenda. Puisque je vous ai parlé des 7 aspirations de l'agenda. La question monétaire fait partie justement donc des aspirations donc de cet agenda. Cette aspiration a été déclinée de façon progressive à travers la création de zones monétaires régionales. Cette fameuse monnaie dont on a parlé durant les dernières années, qui s'appelle ECO, justement, est une émanation justement de cette aspiration de l'agenda de l'Union africaine 2063. Alors, l'objectif pour traiter cette question, il faut la traiter, on va dire, sur le moyen long terme. Puisque l'objectif de l'agenda était et encore de créer 5 zones monétaires homogènes. Une zone monétaire donc circonscrite à l'espace de la CEDEAO, une zone pour l'ensemble des pays du Maghreb qui ont des monnaies complètement différentes, mais l'objectif c'est d'avoir une seule monnaie pour l'ensemble des pays de cette zone. Une zone pour les pays d'Afrique australe, une zone pour le centre et une zone pour l'Est. Donc ça c'est le préalable.
que l'Union africaine a fixées dans le cadre de sa stratégie, au titre de l'aspiration monétaire. L'objectif maintenant, c'est qu'une fois qu'on a ces 5 zones monétaires, je dirais fonctionnelles, c'est maintenant de les fusionner pour avoir une monnaie continentale qui va s'appeler Afri. Donc la question que Fall pose, elle est à propos, mais c'est une réponse qui va être traitée, je dirais, sur le moins long terme. Malheureusement, c'est vrai que c'est dommage parce qu'en Afrique, parce que tout ce qui a du sens prend malheureusement du temps. Parce que même cette ZLECAf dont on parle, en réalité, les premières discussions datent de 2012-2013. Et la mise en œuvre et en fait, la ratification pour le démarrage est intervenue en 2022, c'est-à-dire 10 ans après. Sur les questions monétaires, cela fait 20 ans que l'UEMOA réfléchissait à une monnaie de l'UEMOA, etc. Maintenant, la CEDEAO. Donc, les sujets essentiels au développement de l'économie de notre continent prennent malheureusement beaucoup trop de temps. Voilà pourquoi je l'espère de tout cœur que ces 5 zones monétaires que l'Union africaine appelle de ses voeux, donc verront jour le plus vite possible, de manière à tracer la voie à la monnaie continentale, Afri, permettront donc de régler de façon définitive. En attendant, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que la monnaie utilisée dans le commerce mondial, c'est le dollar. Donc, en attendant, pour que ce problème soit résolu, donc le dollar ou l'euro pourrait être mobilisé justement pour régler donc, la question de la disparité monétaire entre nos deux pays. Puisque quand le Sénégal commerce avec la Guinée, en réalité, ce n'est ni le CFA, ni le franc guinéen qui est utilisé, mais donc le dollar ou l'euro. Donc, en attendant, cela donc va continuer avec ce que cela peut impliquer en termes de désavantages, notamment sur le plan de la conversion des devises. Merci beaucoup. Donc, au cours de votre présentation, Mouché Niang, vous avez abordé la question de l'agriculture. Donc, sur le plan agraire, quelles sont les possibilités ou bien les opportunités offertes par la ZLECAf au Sénégal? Parce que le Sénégal, c'est un pays producteur. Comme par exemple, si nous prenons le cas de l'oignon, rien que pour l'année 2024, le Sénégal a produit plus de 500 000 tonnes d'oignons. Lors de la Korité, je pense bien que les Syles en étaient très ravis. Le kilo de l'oignon, c'était 250 francs. Alors que d'ici 3 mois, le kilo de l'oignon sera 800, voire même 1000 francs. Mais pourquoi ce paradoxe? Parce que si vous en avez parlé avec les agriculteurs, ils vous disent que non, ce qu'on perd en ce moment, peut-être on va le récupérer après. Et si on avait cette possibilité d'exporter... Non, mais avant même de parler d'exportation, parce qu'en fait, le paradoxe, quand on parle d'oignons au Sénégal, c'est que vous avez une quantité non négligeable, finalement, qui est soit ensevelie, parce qu'elle pourrit, parce que la stratégie du Sénégal en termes je dirais, en termes de conservation, n'est pas à la hauteur. Si bien que vous allez avoir 500 000 tonnes produites, mais sur ces 500 000 tonnes, quelle est la part qui ne parvient pas à être conservée? Vous vous rappelez, on a vu tous les images, je crois qu'il y a 3-4 ans, où vous avez des agriculteurs, la mort dans l'âme, en train d'ensevelir les oignons qu'ils avaient cultivés parce qu'ils ne trouvaient pas preneurs et parce qu'ils n'avaient pas les capacités pour conserver cet oignon. Donc, je pense que quand on parle de la production agricole du Sénégal, il faut aborder la question sur 2 temps. Le premier temps, c'est la capacité qu'on donne au secteur agricole, par exemple, de produire. Alors, on produit soit parce qu'on a un marché interne, ou on a un marché dans la sous-région, que ce soit dans le cadre de la ZLECAf ou pas, puisque la seule différence avec la ZLECAf, c'est qu'en fait, on abolit les droits de douane. C'est-à-dire que le Sénégal peut, par exemple, considérer le Burkina, le Mali ou les pays donc voilà, limitrophes, justement, pour exporter donc l'oignon. Donc, première réponse, capacité de production, mais qualité. Parce que je crois qu'on a tous entendu, je crois, au gré d'émissions ou de discussions, certains Sénégalais vous disent non, mais nous, on préfère l'oignon qui est importé parce que y a moins d'eau. Ou certains vont dire oui, parce que la qualité n'est pas la même. Donc, capacité de production et qualité de production, élément essentiel. Ces 2 éléments permettront non seulement de faire face à la demande interne, et si la stratégie pour le Sénégal est
d'exporter, par exemple, les produits, c'est de considérer, par exemple, qu'il faut travailler sur des stratégies de conservation permettant de pouvoir écouler de façon progressive, parce que si on produit 500 000 tonnes, par exemple, il va être difficile d'écouler les 500 000 tonnes donc, au pied levé. Donc, la stratégie va être de travailler sur des stratégies de conservation, faire une stratégie de planification, des exportations, de manière à faire en sorte que nous puissions exporter donc, en direction des pays ciblés pour ce qui est donc, de l'oignon. Si vous prenez, j'ai donné l'exemple de la tomate tout à l'heure, le Sénégal peut produire autant de quantité de tomates pour faire face à la demande interne, mais également faire face aux demandes des autres pays. C'est des produits qui sont très prisés, et même au-delà même de l'Afrique, puisque le Sénégal doit mettre en avant, vous le disiez tout à l'heure au début de votre propos, les États ont des intérêts. Donc même si on est dans le cadre de la ZLECAf, cela ne doit pas nous empêcher de considérer l'intérêt, notamment sur le plan financier. Si j'ai la possibilité, par exemple, de vendre mes tomates dans un espace régional, peut-être que l'avantage comparatif, c'est la distance, l'abolition des droits de douane, mais si cela me permet également donc, de viser des marchés européens, par exemple, avec peut-être un pouvoir d'achat beaucoup plus important, le Sénégal peut travailler même sur deux stratégies d'exportation. Puisque quand vous regardez donc les stratégies donc en matière industrielle, vous avez soit une stratégie pour remplacer donc les importations ou une stratégie permettant d'asseoir, je dirais, votre secteur privé sur une rampe d'exportation. Donc dans les deux cas, je pense que la conservation est un élément essentiel. Le Sénégal a essayé de construire avec le grand marché de Diamniadio. C'est un bon début, mais je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Il nous faut ce type d'infrastructure, peut-être de petite et moyenne taille, presque sur l'étendue du territoire, permettant de pouvoir utiliser l'ensemble de la récolte produite pour pouvoir écouler les marchandises. Pour ce qui est, je dirais, de la disparité qu'on peut noter, notamment sur les prix, moi, je me rappelle même, il y a 2 ans, on vendait le sac d'oignons à 50 000 à la faveur je dirais, du Magal ou d'un événement particulier. C'est complètement tiré par les cheveux. Voilà, c'est parce que il n'y a pas de stratégie, notamment sur le plan commercial. Et donc, je crois qu'il est important de traiter donc l'ensemble de ces questions, justement pour avoir donc un écoulement des prix sur toute l'année avec des niveaux d'inflation quand même maîtrisés. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous accordons aussi la parole à Madame Bintadia, exceptionnellement, qui veut intervenir en ligne. Binta, vous pouvez parler, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci à vous, Seigneur, pour cette brillante présentation. Je suis Bintadia, secrétaire permanent du think tank ZLECAf à l'Institut africain politique commerciale IAPC. Donc, c'est plutôt une contribution. Comme vous l'avez constaté, monsieur Ignan, lors de vos présentations, c'est trouvé qu'au niveau mondial, nous avons une faible part dans ce commerce. Et rien que on est parti aussi d'un constat que le commerce intra-zone, c'est-à-dire, je donne l'exemple à l'image de l'Union européenne, rien que le commerce entre eux, c'est à hauteur de 40 voire 50%. Et au niveau africain, c'est 16% voire 30%. Donc, nous avons un commerce intra-africain qui est très faible. Donc, d'où l'objectif de cette ZLECAf, développer le commerce intra-africain. Et je pense que la ZLECAf est bien à son niveau. Moi, je crois à la ZLECAf. J'ai la ferme conviction que la ZLECAf, c'est la solution. Puisque lorsque nous exportons ou lorsque nous importons, nous sommes obligés de convertir notre monnaie arrivée à l'euro ou à dollar, ce qui n'est pas bénéfique pour nous. Donc, commerçons entre nous. Au cours de votre présentation, M. Nian, vous avez donné l'exemple de la mangue, de la tomate. Et tous ces dispositifs ont été mis en place par la ZLECAf à travers les réseaux d'origine. Comme vous l'avez dit, le Sénégal, certes, nous produisons de l'oignon, mais on peut acheter de l'oignon, par exemple, du Mali, RDC Congo, tout ce que nous sommes tous de la ZLECAf et c'est bénéfique. Et on fait de la chaîne de valeur. Ça, c'est possible. Par rapport aux barrières, ça a été soulevé aussi. Il y a un dispositif aussi qui a été mis en place, ce qu'on appelle, c'est une plateforme d'ailleurs, qu'on appelle Trade Barriers Africa. C'est-à-dire, si quelqu'un rencontre
des difficultés au niveau de la route, il y a un point focal qui est représenté par chaque pays, j'ai dit, de chaque pays. Donc, il peut entrer dans cette plateforme. Et cette plateforme, vous pouvez l'avoir sur App Store, Play Store, dans votre machine. C'est accessible. Donc, si quelqu'un rencontre un bailleur au cours de la route, donc ils peuvent d'abord s'inscrire dans cette plateforme, il va falloir avoir un compte. Ils peuvent signaler le BNP, c'est-à-dire le bailleur qu'il a rencontré au cours de la route. Est-ce que c'est d'ordre règle d'origine? Est-ce que c'est administratif? Non, au Sénégal, il y a un point focal qui est logé au ministère de la Direction du commerce extérieur, DCE. Et je parle aussi sous contrôle de mes supérieurs, je vois DG Samba, il est là. Donc, c'est lui notre DG à l'Institut africain de politique commerciale. Donc, tous ces dispositifs ont été déjà mis en place. Il y a aussi un protocole sur les jeunes et les femmes. Vous l'avez souligné tantôt. La place des jeunes et des femmes dans cette ZLECAf aussi est très important. Il y a un protocole dédié spécialement pour les jeunes et les femmes. Également pour les questions de monnaie que M. Fall avait posées. Par exemple, il y a ce qu'on appelle Afrique-Simbank. Nous savons que dans le cadre de ces ZLECAf, nous avons différents tiers et les niveaux de développement des pays ne sont pas les mêmes. On a bien tenu compte de tout ça. Par exemple, si le Sénégal veut exporter de l'oignon vers le Mali, donc je prends l'Afrique du Sud, on n'a pas les mêmes monnaies. Donc, il y a une banque qu'on appelle Afrique-Bank. Donc, cette banque va prendre le CFA du Sénégal et le convertir en monnaie sud-africaine qui va recevoir le montant. C'est déjà mis en place, ce dispositif aussi. Donc, pour moi, on est en phase de mise en œuvre progressive. Et ça fait partie des facteurs de succès. Vous l'avez souligné tantôt avec les droits de douane. Et d'ailleurs, M. Nya a donné une réponse aussi qui a été aussi satisfaisante. Donc, les droits de douane, en quelque sorte, n'est pas, voilà. Maintenant, pour les facteurs de succès de cette délégation, c'est l'harmonisation de nos politiques. Et aussi, il y a une mise en œuvre progressive. Il y avait ICG, initiation du commerce guidé, qu'on avait sélectionné quelques pays, et ils ont commencé, il y a le Kenya, l'Afrique du Sud. Maintenant, on est en phase de mise en œuvre progressive. Et j'aurais bien aimé que dans sa panel, qu'il y ait un représentant du secteur privé. Comme vous l'avez dit, Mousseigneur, la ZLECAf, c'est pour le secteur privé. On a fait le cadre juridique, on a négocié l'accord, mais la phase de mise en œuvre, c'est pour le secteur privé. Voilà les contributions que je voulais apporter et je vous remercie vraiment. Merci beaucoup, Madame Binta. Vraiment, c'est ça, hein. Vraiment une excellente contribution. Vous avez parfaitement raison de souligner les mécanismes. C'est vrai que l'Afreximbank est je dirais, une très bonne trouvaille, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'avant, et ça c'était l'anomalie liée donc au franc CFA, des pays africains qui devaient commercer entre eux devaient passer par le compte d'opération en France. Ce qui veut dire que vous achetez par exemple du coton au Burkina, vous ne pouvez pas payer directement le Burkina, mais vous étiez obligé de payer au compte d'opération en France. Et le compte d'opération maintenant se charge de prendre une partie et donc de payer le Burkina, ce qu'on appelait donc la fameuse garantie que la France ponctionnait. Et donc depuis justement donc qu'on a ces mécanismes rappelés par Binta tout à l'heure, donc l'Afreximbank, il est vrai que cela a facilité donc ce travail. Et donc voilà, c'est un avantage qui est double, puisqu'on ne perd plus au change, mais ça permet également donc d'avoir des mécanismes vraiment intra-africains permettant donc de rentrer en vigueur, donc entrer en ligne de compte dans les stratégies d'exportation de nos différents pays. Donc, merci beaucoup Binta pour cette excellente contribution. Oui, donc c'est pas mal. Merci beaucoup, Madame Binta. Véritablement, vous avez apporté votre contribution qui a été d'une autre facture. Donc, Mouchenia, nous pouvons retenir que la ZLECAf constitue un instrument stratégique pour sortir du modèle économique pernicieux, colonial que nous avons connu jadis. Est-ce que nous pouvons retenir cela? Mais M. Mbaye, moi je pense que quand vous parlez pour sortir du modèle pernicieux colonial, est-ce qu'on a un modèle? Ça c'est la question. Moi, je pense que la ZLECAf, en réalité, nous amène les États, je dirais, à avancer à marche forcée.
Parce que, non, mais c'est ça. Parce que si vous avez des États qui ne prennent pas ou qui ne traitent pas les questions essentielles, avoir des instances au-delà de nos pays, comme l'Union africaine, qui réfléchit avec des experts, avec des spécialistes sur des questions permettant à nos économies de sortir de l'oignon et de se développer, je pense que la ZLECAf doit être saluée, en ce sens qu'elle nous permettra non seulement de faire les réformes, en tout cas pour les pays qui souhaitent vraiment aller de l'avant, et je crois qu'il y en a beaucoup, la ZLECAf est une véritable opportunité en termes de réforme, puisque personne ne réussira à mettre en œuvre la ZLECAf si les réformes nécessaires ne sont pas mises en œuvre. L'harmonisation, Binta en a parlé tout à l'heure. Donc, il y a également des réformes qui permettront, par exemple, de mettre en place des mécanismes, par exemple, de soutien au financement, etc. Donc, il y a toute une série de réformes essentielles que les pays doivent mettre en œuvre, justement, pour que la ZLECAf soit une véritable opportunité. Mais n'oublions pas, n'occultons pas le fait, je l'ai dit tout à l'heure lors de ma présentation, n'occultons pas le fait que la ZLECAf, en réalité, nous ouvre les yeux sur le potentiel dont nous disposons. Mais je l'ai dit tout à l'heure, vous avez aujourd'hui un PIB, c'est pour ça que les chiffres sont importants, parce qu'ils permettent de valoriser ce dont on parle. Alors, la ZLECAf, c'est 3 400 milliards de PIB actuel. Et on prévoit d'aller à, on va dire, 4 000 milliards. Mais quand vous prenez un pays comme la France, le PIB de la France, c'est 3 050 milliards. L'Allemagne, ça veut dire que si on tient compte de ce que la ZLECAf nous promet, même en 2035, on ne sera pas au PIB de l'Allemagne. Le PIB de l'Allemagne, c'est 4 400 milliards. Donc, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Vous ne pouvez pas avoir un pays européen avec 70 millions d'habitants, avec un PIB de 4 400 milliards, et vous avez l'Afrique qui détient 50% ou 55% des richesses du monde, avec 1,5 milliard ou 1,3 milliard d'habitants, avec 3 400 milliards, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je pense que la ZLECAf nous ouvre les yeux. Pour moi, ça, c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape est de dire quels sont aujourd'hui les secteurs qui portent l'économie moderne. Moi, j'insiste beaucoup sur l'économie moderne. L'économie moderne est celle qui vous permettra de passer, par exemple, donc du simple au quintuple. Et c'est vraiment dans cette stratégie qu'il faut que les Africains s'inscrivent. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la mise en œuvre, en tenant compte des secteurs dont on a parlé, permettra au Sénégal de gagner 1 000 milliards de francs CFA par an. On peut considérer que c'est beaucoup d'argent. Mais quand on ramène ce montant au budget du Sénégal, pour moi, c'est dérisoire. Ce qu'il nous faut, c'est de consacrer, par exemple, des stratégies permettant au Sénégal de doubler son budget. Et les modèles existent. Il y a des modèles qui permettront au Sénégal aujourd'hui, en tenant compte donc des avantages que la ZLECAf peut offrir, passer de 7 000 à 15 000, voire même plus. Mais cela dépend de la vision, cela dépend donc des moyens, cela dépend des capacités que vous donnez pour y parvenir. Donc la ZLECAf, pour répondre à votre question, pour moi, est un excellent outil, c'est une excellente opportunité, si et seulement si nous la considérons à l'aune des différents secteurs qui constituent finalement la nouvelle économie ou les nouvelles économies modernes. Et donc, c'est vraiment en ce sens que nous devons réfléchir pour justement tirer le maximum profit de la ZLECAf. D'accord. Donc, l'Afrique a beaucoup d'intérêt dans cet accord de libre-échange. Et même si nous prenons l'exemple, comme par exemple le Sénégal qui produit beaucoup d'arachides, mais le Sénégal qui vend cet arachide à la France. La Tunisie aussi qui achète beaucoup d'arachides, mais la Tunisie achète de l'arachide de la France. Et si, avec ces zones de libre-échange continentale africaine, ce qui pourrait faciliter l'échange entre le Sénégal et la Tunisie pour l'arachide, et ce qui serait beaucoup plus avantageux, non seulement pour le Sénégal, mais aussi pour la Tunisie. La question qu'il faut se poser, bon, déjà, c'est une anomalie de voir que le Sénégal vend à la France et la France, elle vend à la Tunisie. Pourquoi le Sénégal ne peut-il pas vendre directement à la Tunisie? Ça, c'est la première question. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est que pourquoi la Tunisie achète de l'arachide? Si la Tunisie achète de l'arachide pour produire de l'huile et des produits dérivés, du savon, du gel douche, etc., mais pourquoi le Sénégal ne le ferait pas? C'est la question qu'il faut se poser. Vous avez besoin de mon produit, je dois savoir pourquoi. Pourquoi la Tunisie achète l'arachide? Pourquoi la Chine en fait autant?
Et c'est à l'aune maintenant des réponses qu'il faut travailler sur la stratégie industrielle. Mais le Sénégal est capable. Aujourd'hui, vous prenez les Sénégalais dans les différents secteurs qui travaillent dans la diaspora, qui travaillent dans tous les pays du monde. L'industrie du savon, l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique. Mais vous avez une partie non négligeable de cette industrie qui repose sur l'arachide. L'huile. Pourquoi le Sénégal avait rechigné à utiliser donc l'arachide pour fabriquer son huile jusqu'à un certain temps? Parce qu'on avait un taux d'aflatoxine qui était assez élevé, mais les recherches aujourd'hui ont permis de régler cette question. Pourquoi le Sénégal ne produit-il pas de l'huile en direction de la Tunisie? La Chine, exactement la même question. Et donc, c'est vraiment à partir donc, de ces réponses que nous allons réfléchir à une stratégie et nous allons commencer à travailler sur des biens à valeur ajoutée. Si vous vendez votre arachide, je ne sais pas, la tonne à un prix, mais si vous l'utilisez pour produire en interne ici donc des produits finis, ben, vous allez peut-être les vendre 10, 20 ou 30 fois plus cher. Voilà. Et en définitive, aujourd'hui, si on comprend que, par exemple, on est dans une économie où, en réalité, ce n'est plus seulement le produit qui est vendu, mais c'est toute l'histoire autour du produit qui est vendu. Vous prenez, par exemple, quand vous achetez un iPhone à 1 500 000, par exemple, qui vous dit que toutes les composantes permettant de concevoir cet iPhone coûtent 1 million ou 1 500 000. Mais en fait, on crée une histoire autour du iPhone. On crée une histoire autour du produit. C'est-à-dire que vous avez la logistique, vous avez le marketing, vous avez tous les éléments qui créent une histoire, un narratif, et c'est à partir maintenant de ce narratif que le produit va être valorisé. Et je pense que c'est sur ça que le Sénégal doit réfléchir, justement pour valoriser donc ses avantages. Et donc voilà. Mais dans tous les cas, qu'il s'agisse de vendre des produits finis ou des produits donc primaires, la SLECAF ouvre vraiment les yeux à l'Afrique de façon générale et il nous faut vraiment tirer le maximum profit, mais en étant, je dirais, visionnaire et stratégique dans l'approche. Merci beaucoup. Donc, la présentation tire à sa fin, mais nous ne pouvons pas profiter de votre présence, M. Al-Hassania, expert réformiste, mais aussi quelqu'un qui participe à beaucoup de réformes à l'échelle internationale, dans beaucoup de pays à travers le monde. Quelle est votre perception personnelle? Qu'est-ce que vous proposez? Et vous allez profiter aussi de conclure par rapport à cette question. Qu'est-ce que vous proposez pour que le Sénégal puisse gagner amplement dans cet accord? Juste en 1 minute. OK. Alors, le Sénégal, comme je l'ai dit, en exploitant par exemple les différents documents, les différentes sources, le Sénégal pourrait, bon an, mal an, gagner 1,5 milliard d'euros par an en mettant en œuvre de façon réussie donc la SLECAF. Je considère que le Sénégal doit être beaucoup plus visionnaire que ça. Pour moi, la SLECAF est un formidable outil, mais c'est un outil, je considère vraiment qui manque d'ambition, notamment sur le plan de ce qu'elle est en capacité d'offrir en termes de PIB. Puisque considérer que d'ici 2050, nous allons gagner 450 milliards dans la mise en œuvre de la SLECAF, pour moi, c'est réducteur. Il faut considérer la SLECAF en termes de multiplication, je dirais par 2, 3 ou 4 de notre PIB. Que nous soyons en capacité, par exemple, d'approcher les PIB, par exemple, donc les zones. Parce que la SLECAF va être c'est le cas déjà, la première zone de libre-échange au monde. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est le premier marché au monde, en termes de marché, en termes de consommateurs. Mais sur le plan, je dirais, du poids économique en termes de PIB, nous sommes quasi inexistants. Alors que, je vous ai montré tout à l'heure, la valorisation de nos ressources annuelles. Donc, ça veut dire que cette anomalie et cette contradiction qu'on note entre les possibilités dont nous disposons, entre les opportunités que nous avons et entre leur transformation sur le plan de la valorisation en termes de PIB, il y a un véritable décalage. Et ce décalage doit être résolu à la faveur d'une ambition renouvelée, soit par le Sénégal et donc des différents pays du continent. Le Sénégal, on l'a dit tout à l'heure, est un pays pionnier
c'est un pays qui exerce un leadership sur le continent. Donc, je pense que le Sénégal doit montrer la voie en tirant les réformes. Et pour y parvenir à son niveau, je pense que donc il y a un certain nombre d'outils qui existent, que ce soit l'APIX, le COSEC, la BNDE, le fonds dont j'ai parlé qu'il faut créer donc en direction de l'ASLECAF. Je pense que ce sont autant d'outils à utiliser et réfléchir aussi. Vraiment de façon, je dirais, et ça c'est mon intime conviction, sur la nécessité de réfléchir aux segments permettant au Sénégal de se spécialiser dans l'industrialisation. Pas sur toute la chaîne, mais réfléchir par exemple, quels sont les segments qui permettront au Sénégal d'être le spécialiste en la matière. Je prends l'exemple de TSMC de Taïwan. TSMC, c'est une société qui fabrique des microprocesseurs. Cette société, elle fait un chiffre d'affaires de 2000 milliards de dollars par an. Une société. D'ailleurs, pourquoi les États-Unis et donc les pays, on va dire, occidentaux ont toujours mis un point d'honneur à défendre Taïwan? C'est parce que Taïwan produit 80% des semi-conducteurs au monde. Et si cette société disparaît, c'est-à-dire que c'est toute l'industrie technologique qui disparaît. Parce que aujourd'hui, ce qui nous permet de nous mouvoir facilement, que ce soit à travers cette caméra qui nous filme, le téléphone, les ordinateurs, les micros, tout, vous avez des semi-conducteurs. Et c'est Taïwan qui maîtrise 80% donc de la production de semi-conducteurs. Donc, ça vous permet d'avoir un poids sur le plan géopolitique. Une société qui fait 2000 milliards de chiffres d'affaires, est-ce que vous imaginez ce que ça représente? Donc, le Sénégal doit réfléchir en tenant compte de l'ensemble de ces possibilités. Quelles sont les industries dans lesquelles je dois m'engager? Une fois la réponse à ces questions, dire maintenant quels sont les segments à partir desquels je vais me spécialiser. Et c'est à partir de ce moment que le Sénégal pourra rentrer dans une chaîne de valeur, que ce soit africaine ou dans une chaîne de valeur sur le plan mondial. Je crois qu'en réfléchissant de façon sérieuse à ces questions, vraiment les abolir et les dépouiller de toute logique politique ou politicienne, le Sénégal serait vraiment en situation de pouvoir tirer vraiment le meilleur de cette ZLECAf, qui est une chance exceptionnelle pour le continent. Mais, comme on dit, boule foriombe, ce que j'ai fait là. Donc, espérons que le Sénégal ne tombe pas dans ce travers, parce que ça aussi, c'est l'un des travers, des opportunités qui vous ont donné, sans pour autant qu'on puisse donc en tirer profit. Pendant des décennies, on a fait la preuve qu'en réalité, on n'était pas capable de tirer profit de nos opportunités. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà. Donc, vraiment, merci vraiment pour cette invitation à vous, donc vos collègues, donc le professeur Ba, tous les doctorants qui nous suivent et tous ceux qui sont venus, donc mes amis, la famille qui sont venus m'accompagner donc dans la présentation de ce jour. Donc voilà, les techniciens qui nous permet donc de pouvoir échanger avec tout le monde. Je conclurai par le fait de dire que nous devons sortir, je dirais, des économies archaïques. Ce n'est pas porter insulte que le dire. Malheureusement, nos pays sont encore, je dirais, ancrés dans des logiques économiques archaïques. Quand vous avez, par exemple, des sociétés comme X, anciennement Twitter, qui sont achetées à 44 milliards, alors que c'est des biens qui ne sont pas palpables. Ce sont des biens qui ne sont pas matériels. Donc, ça veut dire que le Sénégal doit rentrer de plein pied dans les nouvelles économies, les économies modernes. Ce sont les économies modernes qui permettront aujourd'hui au Sénégal et à l'Afrique de jouer son rôle en tant qu'acteur sur le plan économique et sur le plan géopolitique. Je rappelle que l'Afrique, c'est 2% du commerce mondial. C'est une anomalie. Il faut vraiment regarder toutes les anomalies, les traiter en profondeur, faire en sorte que nous puissions, pour une fois, nous poser les questions essentielles, les vraies questions, et prendre les mesures qui soient en adéquation avec ces questions. Donc, je pense que, à la faveur, je dirais, donc de ces différents éléments, nous pourrons
vraiment envisager l'avenir du Sénégal et du continent sous de beaux auspices. Et c'est tout le mal que je souhaite à notre pays et à notre continent. Voilà, merci à tous. Merci. Donc, par contrainte du temps, nous sommes obligés de conclure et de retenir avec Michel que la ZLECAf constitue un outil de connecter les pays africains pour un marché libéralisé. Mais il faut noter que les accords de libre-échange sont des traités complexes et leur impact est proportionnel à la volonté des signataires d'en respecter les règles. Je vous remercie infiniment, Michel Alassagna, d'avoir accepté gentiment de nous entretenir de manière aussi riche et généreuse. Je vous donne rendez-vous pour le prochain séminaire dans un mois. Merci beaucoup.